Bonjour, je m'appelle Camille, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus étrange et bouleversante de ma vie. Une histoire qui commence avec un simple journal intime et qui finit par tout changer. Si vous aimez les histoires où le passé contient des secrets qui peuvent transformer votre destin, restez jusqu'à la fin, parce que franchement, ce que j'ai découvert dans ces pages, c'était un véritable cauchemar. Et pourtant, c'est aussi ce qui m'a sauvée. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Cancer, foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et le jour où elle nous a quittés. J'avais 24 ans, je vivais dans un petit studio à Lyon. Je galérais avec mon job de serveuse et honnêtement, je n'avais aucune idée de comment j'allais payer le loyer le mois suivant. Maman et moi, on n'était pas proches. Pas du tout. Depuis mes 17 ans, notre relation était glaciale, distante. Comme si un mur invisible s'était dressé entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi elle était devenue si froide, si absente. C'était comme si j'avais fait quelque chose de terrible sans même le savoir. Quand elle est morte, je me suis retrouvée dans son appartement parisien, rue de la Roquette, à trier ses affaires. Mon Dieu, c'était sinistre. L'odeur de renfermé, les meubles poussiéreux, les photos de famille où elle souriait encore, à une époque lointaine où tout semblait normal. Et puis, au fond d'un tiroir de sa commode, sous des piles de vieux pullovers, j'ai trouvé ce journal intime. Un vieux cahier en cuir marron, usé, avec des pages jaunies. Sur la couverture, écrit en lettres dorées à moitié effacées, Eliane Dubois, journal personnel. Eliane Dubois, ma mère. J'ai ouvert le journal avec une certaine appréhension. Les premières pages dataient de 1985, bien avant ma naissance. Elle écrivait sur sa jeunesse, ses rêves, ses espoirs. C'était touchant, presque naïf. Puis, au fil des pages, le ton changeait. Elle parlait de son mariage avec mon père, de sa vie à Paris, de moi, de ma naissance en 1995. Et là, franchement, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Elle décrivait une vie que je ne reconnaissais pas. Une vie double, cachée, remplie de mensonges et de secrets. Mais ce sont les pages finales qui m'ont complètement retournée. Les dernières entrées, écrites quelques semaines avant sa mort. Mon Dieu du ciel, ce que j'y ai lu, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Une vérité occulte, enfouie depuis des décennies, qui allait tout bouleverser. Ma mère, cette femme que je croyais connaître, avait un passé conturbado que je n'aurais jamais pu imaginer. Et la raison de notre éloignement, de cette froideur entre nous, était là, écrite noir sur blanc, dans ces pages tremblantes. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, du début à la fin, parce que ce que j'ai appris m'a transformée. Ça a été un point de virada dans ma vie. Et franchement, je pense que ça peut aussi vous faire réfléchir sur votre propre histoire familiale, sur les secrets que portent peut-être vos proches, et surtout sur la manière dont le passé peut influencer votre destin financier et personnel. Parce que oui, cette histoire parle aussi d'argent, d'une errança prohibida et d'une ascenso incroyable, mais avant tout, elle parle de vérité. Commençons par le début. Ma mère, Eliane, est née en 1960 à Marseille, dans une famille modeste. Son père était docker, sa mère couturière. Ils vivaient dans un petit appartement du quartier du Panier, là où l'odeur de la mer et des épices se mélangeaient dans les rues étroites. Elle était brillante à l'école, rêvait de devenir avocate, de quitter Marseille pour Paris, de vivre une vie meilleure. Et elle l'a fait. À 18 ans, elle a décroché une bourse pour étudier le droit à la Sorbonne. Elle est montée à Paris, seule, avec une valise en carton et des espoirs plein la tête. C'est à Paris qu'elle a rencontré mon père, Jean-Luc. Un étudiant en finance, beau gosse, charmeur, issu d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés à 23 ans et tout semblait parfait. Enfin, c'est ce que je croyais. Dans son journal, ma mère racontait une autre version. Elle écrivait que ce mariage était une décision irréversible prise sous la pression de sa belle famille, qui la voyait comme une petite provinciale sans sou. Elle s'était sentie obligée d'accepter, de jouer le rôle de l'épouse parfaite, alors qu'au fond d'elle, elle étouffait. Et puis, en 1992, il y a eu un événement inesperado. Mon père a perdu son job dans une grande banque parisienne, la Société Générale.
Crise économique, licenciement massif. Tu vois le genre. Du jour au lendemain, on est passé d'une vie confortable à une quête financière brutale. Mes parents ont dû vendre leur appartement du 7e arrondissement, déménager dans une banlieue moins chère, à Ivry-sur-Seine. Ma mère a dû abandonner son cabinet d'avocate où elle commençait à peine à se faire un nom, pour accepter un poste de secrétaire juridique, mal payé, dans une petite boîte de Montreuil. C'est là que tout a basculé. Dans son journal, elle écrivait « Je ne me reconnais plus, je suis devenue l'ombre de moi-même ». Jean-Luc boit de plus en plus. Il est amer, aigri. Et moi, je me sens piégée. Comment en suis-je arrivée là? Elle décrivait des disputes, des nuits où elle pleurait seule dans la cuisine, des moments où elle envisageait de tout quitter. Mais elle ne l'a jamais fait. Parce qu'en 1995, je suis née. Et elle a décidé de tenir bon pour moi. Sauf que voilà, Gant, ma naissance n'a pas arrangé les choses. Au contraire. Dans le journal, ma mère avouait quelque chose d'horrible, de lourd, un sacrifice qu'elle a fait et qu'elle a regretté toute sa vie. Elle écrivait « Camille ne sait pas, elle ne peut pas savoir, mais Jean-Luc n'est pas son véritable père. » Mon Dieu, quand j'ai lu ça, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Comment ça, il n'est pas mon père? Qui est-ce alors? Elle expliquait tout dans les pages suivantes. En 1994, pendant une des pires crises de son mariage, elle avait eu une liaison avec un homme qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire juridique à Bordeaux. Un avocat renommé, riche, influent, mais marié lui aussi. Leur relation avait duré quelques mois, intense, passionnée, secrète. Et puis, elle était tombée enceinte. 2 mois. Elle avait paniqué. Elle ne voulait pas détruire 2 familles, ni perdre la sienne. Alors, elle avait menti. Elle avait fait croire à mon père, Jean-Luc, que j'étais sa fille. Et il l'avait cru. Ou peut-être qu'il avait choisi de ne pas poser de questions, tu vois. Cette vérité occulte, ma mère l'avait gardée toute sa vie. Mais ça la rongeait. Elle écrivait « Chaque fois que je regarde Camille, je vois ses yeux, les yeux de Laurent, et je me déteste. J'ai construit ma vie sur un mensonge. Et maintenant, je ne sais plus comment en sortir. Laurent. C'était le nom de mon véritable père. Laurent Moreau. Elle ne donnait pas beaucoup de détails. Mais elle mentionnait qu'il vivait à Bordeaux, qu'il était devenu un avocat d'affaires très respecté, et qu'il n'avait jamais su qu'il avait une fille. Franchement, j'étais sous le choc. Complètement bouleversée. Toute ma vie était un mensonge. Jean-Luc, l'homme que j'avais appelé papa pendant 24 ans, n'était pas mon père biologique. Et quelque part en France, il y avait un homme qui ne savait même pas que j'existais. J'ai pleuré pendant des heures dans cet appartement vide, en serrant ce journal contre moi. C'était trop lourd, trop de secrets. Mais c'était pas tout, parce que les dernières pages, celles écrites juste avant sa mort, contenaient une revirvolta encore plus dramatique. Ma mère y expliquait pourquoi elle était devenue si distante avec moi après mes 17 ans. Elle écrivait « J'ai pris une décision terrible. J'ai décidé de tout avouer à Jean-Luc. Je ne pouvais plus vivre avec ce poids. Mais quand je lui ai dit la vérité, il est devenu fou de rage. Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais voir Camille, que pour lui, elle n'existait plus. Et moi, lâchement, j'ai choisi de m'éloigner d'elle aussi. Parce que chaque fois que je la voyais, ça me rappelait ma trahison. Je suis une mère indigne. Oliasso, c'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. La froideur, les silences, les regards absents. C'était pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. C'était parce que ma mère portait ce secret, cette culpabilité, et qu'elle ne savait plus comment gérer la situation. Et Jean-Luc, lui, avait simplement décidé de me rejeter. Voilà pourquoi il avait refusé de m'aider financièrement après mes 18 ans. Pourquoi il ne répondait jamais à mes appels. Ce n'était pas de la dureté gratuite, c'était de la rancœur, de la haine même, envers ma mère et envers moi, par extension. Cette histoire vous touche déjà? Abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent et à vos propres secrets de famille. Bon, alors, après avoir lu tout ça, j'étais dans un état second.
Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais chercher Laurent Moreau? Est-ce que je devais confronter Jean-Luc? Franchement, j'étais perdue. Mais il y avait une dernière chose dans ce journal. Une enveloppe, glissée entre les dernières pages. À l'intérieur, un document notarié, daté de quelques semaines avant la mort de ma mère. Un testament. Elle y léguait tous ses biens à une seule personne, moi. Mais attention, pas n'importe quel bien. Elle avait, en secret, accumulé une petite fortune. Comment? Eh bien, c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Ma mère, malgré sa vie de sacrificio, avait réussi à mettre de l'argent de côté pendant des années. Petit à petit, en cachette de mon père, elle ouvrait des comptes d'épargne dans différentes banques. Caisse d'épargne, Crédit Agricole, la Banque Postale. Elle épargnait sur son livret A, investissait dans un PEA avec des actions de grandes entreprises comme LVMH, Total Energy et même des ETF diversifiés. Elle utilisait des apps comme Linkso et Bankin pour suivre ses dépenses et optimiser chaque euro. Et surtout, elle avait acheté, en 2005, un petit studio à Paris, dans le 10e arrondissement, avec l'argent qu'elle avait hérité de sa propre mère. Un studio qu'elle avait toujours loué, discrètement, sans que Jean-Luc ne le sache. En tout, son patrimoine valait environ 320 000 euros. Pour moi, qui vivais avec le RSA et qui galérait à payer mon APL tous les mois, c'était une somme astronomique. Une errança inattendue, mais aussi une errança prohibida, parce qu'elle venait d'une vie de mensonges et de secrets. J'ai lu et relu ce testament. Ma mère avait écrit un petit mot à la fin. « Camille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi pour tout. J'ai été une mauvaise mère, je le sais. Mais je veux que tu aies une meilleure vie que la mienne. Utilise cet argent pour construire ton avenir. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Sois libre. Sois toi-même. Je t'aime, même si je ne l'ai jamais montré. Maman. » Franchement, j'ai pleuré comme une gamine, malgré tout. Malgré les mensonges, malgré la distance. Elle avait pensé à moi. Elle avait essayé, à sa manière, de me protéger, de me donner une chance. Et maintenant, j'avais cette chance entre les mains. Mais voilà. Accepter cet héritage, c'était aussi accepter toute cette histoire, ce passé conturbado, ces secrets de famille. J'ai hésité longtemps. Est-ce que je méritais cet argent? Est-ce que je devais le refuser, par principe? Ou est-ce que je devais le voir comme une opportunité, un point de virada pour enfin prendre le contrôle de ma vie? Finalement, j'ai décidé d'accepter. Et ça a été une décision irréversible. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai utilisé cet argent de manière intelligente, stratégique, pas pour flamber, pas pour acheter des trucs inutiles. Non, j'ai investi dans moi-même, dans mon éducation, dans mon avenir. Première chose, j'ai suivi une formation en finances personnelles. J'ai lu des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui, je sais, c'est un classique. Mais franchement, ça change vraiment la vision de l'argent. L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason, et Réfléchissez et devenez riche, de Napoleon Hill. J'ai appris comment fonctionne l'investissement, comment diversifier un portefeuille, comment utiliser l'effet de levier. J'ai ouvert un compte chez Boursorama et DEGIRO pour commencer à investir en bourse. J'ai mis 50 000 euros dans des ETF diversifiés, 30 000 euros dans des actions de grandes entreprises françaises et j'ai gardé le studio de Paris pour le louer et générer un revenu passif. Deuxième chose, j'ai quitté mon job de serveuse et j'ai créé ma propre entreprise, une petite agence de conseil en gestion de patrimoine pour les jeunes, les femmes, les personnes qui, comme moi, n'avaient jamais appris à gérer leur argent. J'ai commencé modestement avec un site web, des réseaux sociaux, des consultations en ligne. Et franchement, ça a marché, parce qu'il y a une vraie demande. Les gens veulent apprendre, ils veulent comprendre, mais ils ne savent pas par où commencer. En 2 ans, mon entreprise a décollé. J'ai embauché 2 collaborateurs, on a ouvert un vrai bureau à Lyon et aujourd'hui, on accompagne plus de 200 clients. Mon chiffre d'affaires a dépassé les 150 000 euros l'année dernière et ça continue de grimper. C'est ouf quand j'y pense. Il y a 3 ans, j'étais fauchée, perdue,
dévastée par la mort de ma mère et par les secrets qu'elle avait laissés. Et aujourd'hui, je suis indépendante, financièrement libre, et je fais un métier qui a du sens. Mais voilà, cette ascension n'est pas venue toute seule. Elle est venue d'un moment décisivo, d'une crise profonde, d'une reviravolta dramatique dans ma vie. Si ma mère n'était pas morte, si je n'avais pas trouvé ce journal, si je n'avais pas découvert ses secrets, je serais probablement encore en train de servir des cafés dans un resto miteux de Lyon, à me demander comment boucler les fins de mois. Et Laurent Moreau, alors, mon véritable père, eh bien, j'ai décidé de le chercher. Ça n'a pas été facile. J'ai engagé un détective privé à Bordeaux et après quelques mois, on l'a trouvé. Maître Laurent Moreau, avocat d'affaires réputé, spécialisé dans le droit des sociétés. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé le voir à son cabinet, avenue Victor Hugo. Mon Dieu, j'avais tellement la trouille. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, il est devenu blanc, livide. Il ne savait rien. Ma mère ne lui avait jamais dit qu'elle était enceinte. Il a d'abord refusé de me croire, demandé un test ADN, ce que j'ai accepté. Et quand les résultats sont tombés, confirmant que j'étais bien sa fille, franchement, c'était un événement inesperado pour lui aussi. Sa vie a basculé. Il était marié, avait 2 enfants, une carrière bien établie. Et soudain, il découvrait qu'il avait une 3e fille, de 27 ans, dont il ignorait l'existence. Au début, ça a été compliqué. Sa femme a très mal pris la nouvelle, évidemment. Il y a eu des tensions, des disputes. Mais avec le temps, les choses se sont apaisées. Laurent et moi, on a commencé à se voir régulièrement. Pas comme un père et sa fille, pas vraiment. Plutôt comme 2 adultes qui essaient de se connaître, de construire quelque chose de nouveau. Et tu vois, ça m'a fait du bien. Parce que finalement, j'avais besoin de cette vérité, de savoir d'où je venais vraiment. Et Jean-Luc, eh bien lui, il a complètement disparu de ma vie. Après la mort de ma mère, il est parti vivre dans le sud, à Nice je crois, et il a plus jamais donné de nouvelles. Franchement, ça ne me manque pas. Il a fait son choix, et moi, j'ai fait le mien. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je réalise à quel point cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, a été un cadeau. Un cadeau déguisé en cauchemar, certes, mais un cadeau quand même. Parce qu'elle m'a forcé à grandir, à prendre mes responsabilités, à comprendre que notre destin n'est pas écrit d'avance. Que même si on vient d'un passé conturbado, même si on hérite de secrets et de mensonges, on peut choisir de transformer tout ça en quelque chose de bon, de positif. Et franchement, c'est ça le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Vous aussi, vous avez peut-être des secrets de famille, des non-dits, des situations compliquées. Peut-être que vous vous sentez bloqué, prisonnier de votre histoire. Mais écoutez-moi bien, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie, de vos finances, de votre avenir. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous donner quelques conseils pratiques, des choses que j'ai appliquées et qui ont vraiment fonctionné pour moi. Premièrement, éduquez-vous financièrement. Lisez des livres, suivez des formations, regardez des vidéos. Il existe tellement de ressources gratuites aujourd'hui. Des chaînes YouTube, des podcasts, des blogs. Apprenez comment fonctionne l'argent, comment il se multiplie, comment l'investir intelligemment. Parce que franchement, à l'école, on ne nous apprend pas ça. Et c'est dommage, parce que c'est l'une des compétences les plus importantes de la vie. Deuxièmement, commencez à épargner, même si c'est peu. Ouvrez un livret A si vous n'en avez pas déjà un. C'est sécurisé, liquide et ça rapporte un peu d'intérêt. Ensuite, quand vous aurez une petite réserve de sécurité, au moins 3 à 6 mois de dépenses, commencez à investir. Ouvrez un PEA, mettez de l'argent dans des ETF diversifiés, comme le MSCI World ou le S&P 500. Pas besoin d'être expert, tu vois. Aujourd'hui, des plateformes comme Boursorama, DeGiro ou même Trade Republic rendent l'investissement accessible à tout le monde. Troisièmement, créez des sources de revenus passifs. Ça peut être de l'immobilier locatif, comme le studio que ma mère avait acheté. Ça peut être des dividendes d'actions. Ça peut être un blog, une chaîne YouTube, un livre, une formation en ligne. L'idée, c'est de ne pas dépendre uniquement de votre salaire. Parce que franchement, un salaire, ça peut disparaître du jour au lendemain.
Mais des sources de revenus diversifiées, ça vous protège, ça vous donne de la sécurité. Quatrièmement, utilisez des outils pour suivre vos finances. Des apps comme Linso, Bankin ou même une simple feuille Excel. L'important, c'est de savoir où va votre argent, de visualiser vos dépenses et d'identifier où vous pouvez économiser. Parce que souvent, on dépense sans s'en rendre compte. Un café par-ci, un resto par-là, un abonnement oublié. Et à la fin du mois, on se demande où est passé le fric. Et enfin, cinquièmement, entourez-vous de personnes positives qui partagent vos objectifs. Rejoignez des communautés, des groupes Facebook, des forums. Parlez d'argent sans tabou. Parce qu'en France, on a tendance à éviter le sujet, à trouver ça vulgaire. Mais franchement, c'est ridicule. L'argent, c'est un outil. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, aujourd'hui, je vis dans un bel appartement à Lyon, dans le quartier de la Confluence. J'ai une voiture, je voyage, je mets de l'argent de côté tous les mois, et surtout, je dors tranquille. Je ne stresse plus à la fin du mois. Je ne me demande plus comment je vais payer mes factures. Et franchement, c'est ça la vraie liberté. La liberté financière, c'est la liberté tout court. Mais revenons à l'histoire, parce qu'il y a eu une dernière revirvolta, une révélation finale qui a tout bouclé d'une manière inattendue. Il y a 6 mois, j'ai reçu un coup de fil de la femme de Laurent, mon père biologique. Elle voulait me rencontrer. J'étais surprise, franchement. Après tout, j'étais la preuve vivante de l'infidélité de son mari, tu vois. Mais elle insistait, alors j'ai accepté. On s'est retrouvés dans un café parisien, près de la Bastille. Et là, elle m'a raconté quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit qu'au fond, elle était reconnaissante. Parce que ma révélation avait forcé Laurent à être honnête, pour la première fois en 30 ans de mariage. Il lui avait avoué d'autres choses, d'autres mensonges. Et finalement, ils avaient décidé de suivre une thérapie de couple. Et ça avait sauvé leur mariage. Elle m'a dit, « Camille, tu as été un événement inesperado, mais tu as aussi été un catalyseur. Tu nous as forcés à regarder nos propres secrets en face. Et pour ça, je te remercie. Franchement, j'étais sous le choc. Je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, ça avait du sens. Parce que parfois, les crises, les bouleversements, les révélations douloureuses, ce sont eux qui permettent la vraie transformation. C'est ce qu'on appelle un point de virada. Un moment où tout bascule, où on peut soit s'effondrer, soit se relever plus fort. Et moi, j'ai choisi de me relever. J'ai choisi de transformer cette erranza prohibida, ce passé conturbado, en une force. J'ai choisi de ne pas être victime de mon histoire, mais d'en être l'héroïne. Et franchement, c'est ça que je veux que vous reteniez. En fait, parce que regardez, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, qui avait vécu toute sa vie dans le mensonge et le sacrificio, m'a légué non seulement de l'argent, mais aussi une leçon. La leçon qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours chercher à construire quelque chose, même dans les pires circonstances. Elle avait économisé, investi, préparé mon avenir malgré tout. Et ça, c'est une forme de justice inesperada. Une justice silencieuse mais puissante. Et moi, avec cet héritage, j'ai construit une entreprise, une vie, une liberté. J'ai retrouvé mon véritable père. J'ai appris à gérer mon argent. J'ai aidé des centaines de personnes à faire de même. C'est une victoire silenciosa. Tu vois? Pas de fanfare, pas de gloire. Juste la satisfaction de savoir que j'ai pris le contrôle de mon destin. Alors aujourd'hui, je veux vous poser une question. Et toi, quand as-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand as-tu arrêté de subir, de te plaindre, de te dire que c'est trop compliqué, que c'est pour les autres? Parce que franchement, si moi j'ai pu le faire, parti de rien, avec un passé chargé de secrets et de douleurs, vous pouvez le faire aussi. Commencez aujourd'hui. Ouvrez un compte d'épargne. Lisez un livre sur l'argent. Regardez une vidéo sur l'investissement. Téléchargez une app pour suivre vos dépenses. Faites un premier pas. Parce que c'est toujours le premier pas le plus difficile. Après, ça roule. L'élan est lancé. Et vous verrez, petit à petit, votre vie va changer. Et surtout, n'ayez pas peur des secrets de famille, des histoires compliquées, des héritages bizarres. Parce que parfois, c'est justement dans ces moments-là
qu'on trouve notre vraie force. C'est dans l'adversité qu'on grandit. C'est dans la crise qu'on découvre qui on est vraiment. Moi, grâce à ce journal intime, grâce à ces pages qui étaient un cauchemar, j'ai découvert ma vérité occulta. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, m'a libérée. Elle m'a permis de comprendre d'où je viens, qui je suis, et surtout où je vais. Et franchement, aujourd'hui, je regarde l'avenir avec confiance, avec sérénité, avec espoir. Alors voilà, c'est la fin de mon histoire. Enfin, pas vraiment la fin, parce que ma vie continue et j'ai encore plein de projets, plein de rêves. Mais c'est la fin de cette partie-là. La partie sombre, la partie douloureuse. Maintenant, j'entre dans la partie lumineuse et je vous invite à faire de même. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné envie de changer les choses dans votre vie, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec vos proches. Parce que franchement, on a tous besoin d'entendre des histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent qu'on n'est pas seul, que d'autres ont traversé des épreuves et qu'il est possible d'en sortir plus fort. Et n'oubliez pas, votre passé ne définit pas votre avenir. Vos secrets ne sont pas une condamnation. Votre histoire, aussi conturbada soit-elle, peut devenir votre plus grande force. Alors prenez-la en main, transformez-la et construisez la vie que vous méritez vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, votre destin est entre vos mains. Pas dans un journal intime, pas dans les secrets de vos parents, mais entre vos mains, ici et maintenant.